Bonjour, oui, là. Oui, ça marche. Donc, je pense qu'on va commencer. Ceux qui arriveront en retard, ce seront un petit peu en retard. Donc, vous allez assister à un atelier qui s'appelle le végétal au service de la ville. Alors, en fait, c'est pas un atelier, mais vous verrez que c'est 5 ateliers autour du même thème, donc le végétal au service de la ville. Alors, comme on a vu ce matin, le végétal, ça peut être très bien le végétal, on peut dire des mauvaises herbes, des bonnes herbes, tout ça. On peut dire aussi le végétal en tant que tel. Donc, c'est juste le végétal tel qu'il est, l'étudier comme ça. Et nous, en fait, on va pas tellement aller dans cette optique-là. On va aller dans une autre optique qui est plutôt au service de la ville. Donc, le végétal, comment est-ce qu'il peut, quelle relation il peut avoir avec nous, tout simplement, avec la ville. Alors, la fonction la plus ancienne dans les villes, c'est tout ce qui concerne bien sûr les jardins. Donc, on en a parlé ce matin, c'est la fonction esthétique. Par contre, de plus en plus, il y a d'autres fonctions on va chercher d'autres fonctions, on en découvre d'autres. Et pour cela, on va peut-être commencer avec vous, Sarah Marquet, donc qui êtes de l'ADEME. Alors en fait, vous avez publié au sein de l'ADEME, alors je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon je ne vais pas faire l'intervention à votre place, mais vous avez fait une publication qui s'appelle « Aménager avec la nature en ville, des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques ». Donc on est exactement dans le sujet, et effectivement cette brochure reprend plusieurs thèmes. Alors, pour en citer quelques-uns, la biodiversité, la qualité de l'air, l'environnement sonore, l'ambiance sonore. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont vus. Et là, vous allez nous parler plus précisément du rafraîchissement dans les villes et même un petit peu plus. Voilà. Merci et bonjour à tous. Alors, en effet, un petit peu plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de végétation face au changement climatique. Donc, c'est pas qu'une question de rafraîchissement, c'est aussi une question d'atténuation des causes du changement climatique. Juste pour expliquer un petit peu, je suis à l'ADEME au service au pôle aménagement des villes et territoires. Et l'ADEME est une agence qui s'occupe de beaucoup de sujets, donc notamment un certain nombre de sujets que j'ai repris dans la publication Aménager avec la nature en ville, qui sont présentés ici autour de l'énergie, de la qualité de l'air, des sols, de la mobilité. Et l'agence intervient en mobilisant les citoyens, les entreprises et les collectivités avec du conseil, de l'accompagnement de projets. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Recherche. Donc voilà, quand on parle de... J'arrive pas. Alors, juste un petit... Ça y est, c'est parti. Quand on parle de services rendus, je vais pas redire ce que Marc vient d'expliquer, mais en effet, avec les domaines d'intervention de l'ADEME, on a un certain nombre de services que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui. Je vais pas tous les faire, rassurez-vous, parce que de toute façon, ils seront bien traités par d'autres personnes, notamment sur la question des sols, sur la question des eaux pluviales, mais s'arrêter sur la partie en haut à gauche de confort thermique et de stockage carbone principalement. Bon, donc la végétation face au changement climatique, c'est un levier d'action, mais on va voir que c'est dans une certaine mesure et sous certaines conditions. Et c'est ça l'objectif de mon propos aujourd'hui, c'est de voir comment ça peut y contribuer et quels moyens il faut y mettre. Donc le changement climatique, rapidement quelques constats et puis après j'expliquerai davantage comment la végétation peut permettre de s'adapter au changement climatique, notamment à travers le rafraîchissement urbain. Et puis ensuite comment elle peut atténuer le changement climatique, notamment en participant à la séquestration de carbone. Alors le changement climatique,
les conditions climatiques évoluent. Alors je suis arrivée un petit peu en retard ce matin, je ne sais pas ce qui a été dit, mais j'ai entendu qu'on en a quand même beaucoup parlé. Simplement pour rappeler que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui se passe sur Terre et qui permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre, et sinon on sera à moins 18 à peu près. Donc c'est important. Par contre, avec les activités humaines, cet effet s'est accentué, et donc on a aujourd'hui une température qui a tendance à augmenter. Donc ce qu'on constate, cette température, elle augmente depuis 30 ans, elle a augmenté d'1,5 degré et ça continue, ça s'amplifie. L'humidité des sols également est modifiée et elle est réduite. Donc ça, c'est deux principales conditions très impactantes pour la végétation. Et à côté de ces évolutions moyennes, il y a des événements extrêmes comme les sécheresses, les précipitations, les vagues de chaleur. Et notamment, les précipitations et la chaleur sont amplifiées par l'urbanisation, les matériaux qui réémettent la chaleur, et l'imperméabilisation des sols qui accentue le ruissellement des eaux de pluie. Donc, en conséquence, la modification des écosystèmes, notamment avec l'avancement de la date la date des vendanges de 18 jours sur 30 ans, et des déplacements d'espèces, et certaines espèces végétales se trouvent inadaptées à leur environnement. Donc ça, c'est les principales conséquences de cette modification climatique. Pour ce qui nous concerne, il y en a d'autres, et les grands enjeux, ça va être de préserver ou de faire évoluer les infrastructures, les approvisionnements en ressources, les activités économiques. Il y a des enjeux sociaux aussi en termes de vulnérabilité, et puis environnementaux bien sûr pour l'adaptation des écosystèmes. Donc je viens au défi pour les villes, puisque c'est là que se concentre 80% de la population, et que c'est là aussi que se trouvent des leviers pour agir. Le défi va être double, c'est de s'adapter aux conséquences du changement climatique, notamment à travers le rafraîchissement urbain, et puis d'atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en séquestrant le carbone. Et pour ce qui concerne le changement climatique, l'adaptation, je parlerai principalement du rafraîchissement urbain avec différents types de végétation et les critères qu'il faut prendre en considération pour que ça ait un effet. Donc d'abord, pour rafraîchir les villes et lutter contre la surchauffe urbaine, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, juste un petit rappel, la température, la chaleur vient du rayonnement solaire, vient aussi des surfaces minérales en ville qui absorbent et réémettent la chaleur, et puis des activités humaines, certaines industries, les transports, la climatisation notamment. Les températures peuvent varier de 2 à 12 degrés en ville par rapport aux zones rurales avoisinantes. Ça, c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui est notamment ressenti la nuit, puisque les matériaux qui ont emmagasiné de la chaleur la réémettent, notamment dans des rues très étroites, les rues canyons, qui augmentent cet effet. Et donc, face à cet effet d'îlot de chaleur urbain, de surchauffe urbaine, la végétation apporte énormément de solutions. Une partie de la solution, c'est l'absorption et la réflexion des rayons solaires et l'apport d'ombrage, parce que la végétation va réfléchir davantage que des zones minéralisées qui vont absorber la chaleur puis la réémettre. Donc, ça évite que la chaleur s'accumule, et aussi l'ombrage qui évite également que le rayonnement soit émis sur les surfaces minérales. Sachant que pour cela, notamment pour l'ombrage, il faut que la végétation soit suffisamment dense et que donc le feuillage soit suffisamment dense, et que donc il y ait de l'eau en quantité suffisante pour que la végétation puisse se développer au maximum. Deuxième piste, c'est l'évaporation et la transpiration. Donc l'évaporation, c'est le passage de l'eau liquide à l'état gazeux, et en se transformant, elle rafraîchit l'air autour. Et la transpiration qui provient de la végétation, du feuillage, qui émet aussi de l'eau pour rester à une température proche de celle de l'air. Tout ça permet de rafraîchir l'air à proximité.
Bon, je vous mets une petite image juste pour visualiser un petit peu ce que différentes strates végétales, différents dispositifs peuvent apporter en termes de rafraîchissement. Là, c'est un exemple à Boulogne-Billancourt avec un grand parc, des cours plantés, des façades, des toitures végétalisées, des noues enfin beaucoup de végétation. Donc tout ça, dans le principe, on peut dire que c'est parfait. C'est juste qu'on ne sait pas vraiment ce que ça peut apporter en effet si je vous donne pas quelques ordres de grandeur. Et c'est là où je vais ensuite vous amener. C'est différents types d'éléments paysagers qui ont un potentiel différent. Donc il y a les arbres, les sols, les parcs et les toitures et façades végétalisées. Et les arbres ont un fort potentiel s'ils sont bien placés, s'ils ont assez d'eau et ils peuvent, à la fois par leur ombrage et par leur capacité à transpirer, maintenir une température plus fraîche que dans des zones où il n'y aurait pas d'arbres. Donc là, je vous donne juste un ordre de grandeur pour la température de l'air qui peut être ressentie à 1,20 m au-dessus du sol. C'est la température ressentie par les piétons. Elle est bien inférieure, pouvant aller jusqu'à 2 degrés d'une température sur un trottoir recouvert d'asphalte où il n'y a pas d'arbres. Et un arbre mature, donc là il faut attendre un certain nombre d'années pour qu'il soit mature, il peut évaporer jusqu'à 450 litres d'eau par jour, donc ça fait un fort potentiel rafraîchissant également. Les sols et pelouses ont une température également inférieure à celle des surfaces minérales, avec un fort rôle du sol qui a une capacité à retenir l'eau. Et donc là, pareil, la température ressentie est bien inférieure quand on est sur une pelouse plutôt que sur un sol minéral. Voilà pour ces deux premiers éléments. Ensuite, les parcs. Alors là, l'effet va varier selon la taille, la position, le stock d'eau des sols notamment. Ça va être ressenti dans le parc et dans les zones avoisinantes en fonction des vents, en fonction de l'écoulement de l'air. Mais voilà, on a une vraie différence de température pouvant aller par exemple jusqu'à 3 degrés dans un parc par rapport à la zone urbaine autour. Et ça va dépendre de la surface notamment, bien évidemment, et de la densité qui s'y trouve. Et enfin, les toitures et façades végétalisées. Alors notamment la végétation grimpante et les façades végétalisées irriguées ont un impact très important. En fait, plus le substrat est épais, plus les végétaux sont grands et plus la surface sur laquelle sont implantés est importante, plus l'effet sera ressenti. Et notamment dans les rues très étroites, les façades végétalisées sont très importantes. Voilà, en conclusion sur le potentiel des végétaux pour rafraîchir les villes, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il n'y a pas une solution, mais ça va vraiment dépendre de la taille et la densité des espaces végétalisés, de la disponibilité en eau, et puis après un certain nombre de caractéristiques. Je vais pas tout détailler, mais voilà, c'est important de choisir les bons végétaux. Que les sols aient les bonnes propriétés, la capacité à retenir l'eau notamment, il faut une bonne quantité, une bonne profondeur, la position par rapport aux zones à rafraîchir, par rapport au vent, et puis en termes de climat et également les températures, la pluviométrie peuvent influer sur cette capacité à rafraîchir. Et la forme urbaine qui va, elle également, influer sur les écoulements de l'air, la capacité à réfléchir la chaleur ou pas des différents revêtements et la porosité des sols pour absorber les précipitations. Et ces solutions viennent bien sûr en complément d'autres solutions de rafraîchissement qui peuvent être à la fois choisis dans les matériaux pour construire la ville, et puis dans les usages, notamment de la climatisation, de la limitation du recours au transport individuel, ou encore simplement de l'aération des logements. Voilà, pour rafraîchir les villes, j'en ai terminé. Pour atténuer le changement climatique, ce sera un peu plus rapide. Mais voilà, je voulais juste bien insister sur le fait qu'il y a des solutions vraiment concrètes, locales, mais il y a aussi
et des effets locaux ressentis, mais aussi un impact global quand on parle d'atténuer le changement climatique, avec la capacité de la végétation à stocker le carbone et à limiter des émissions de gaz à effet de serre. Donc je disais tout à l'heure, la population française vit en majorité en ville, et les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie sont aussi essentiellement en ville. Et donc, pour atténuer le changement climatique, c'est-à-dire limiter la concentration de gaz à effet de serre, il y a deux pistes. La première, c'est la séquestration de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'extraction en fait du carbone de l'atmosphère et la fixation dans un réservoir, avec pour les plantes lors de la photosynthèse, la production de matière organique, une partie du CO2. Du dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère sous forme de respiration, mais une partie est stockée dans les plantes. Et de même, au moment de la dégradation, la plante va être consommée par les organismes du sol et leur respiration va rejeter un peu de CO2, mais une partie va être stockée en matière organique. Et c'est ça qui va permettre de stocker finalement le gaz à effet de serre, le CO2. Et deuxième piste, c'est la limitation des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on en émet moins si on utilise une énergie à faible impact carbone ou on utilise des biomatériaux, et notamment le bois de l'arbre. Donc, sur la séquestration carbone, différents types d'éléments paysagers ont une capacité à séquestrer le carbone, mais principalement l'arbre. Ça, c'est le premier qui peut le faire dans les différentes parties de l'arbre, du tronc aux racines jusqu'aux branches. Et cette capacité va varier selon les espèces, selon l'âge, le climat, l'environnement de l'arbre. Les pelouses aussi peuvent stocker le carbone, mais dans un temps limité. Et les toitures végétalisées qui vont avoir une capacité également qui varie selon le climat, le mode de gestion, si c'est irrigué, si c'est fertilisé, etc. En fait, toutes ces subtilités-là, ça s'explique parce qu'on mesure ça sur un bilan global des gaz à effet de serre sur la durée de vie alors soit des arbres, des pelouses, des toitures, ce qui fait que sur toute la durée de vie de l'arbre, l'arbre est un puits net de carbone. Même s'il est émetteur net en début de vie, une fois qu'il devient mature, il absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Les pelouses, selon l'entretien, et là c'est tout est là l'importance de l'entretien. Si l'entretien est intensif avec des opérations de tonte, d'aération mécanisée, de la fertilisation, tout ce qui va produire des émissions va faire que la pelouse elle va être émettrice nette. Donc en fait, si on choisit un mode d'entretien moins émetteur, on peut vraiment avoir un puits de GES à ce niveau-là. Et les toitures, d'abord émettrices nettes. En général, quand on installe quelque chose, c'est émetteur. Et puis ensuite, ça peut devenir puits de carbone si elles sont gérées durablement. Conclusion sur la séquestration, faut prendre en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre et toute la capacité à stocker le carbone tout au long du cycle de vie. Ça va pas compenser toutes les émissions en ville. Ça y participe. Ça peut permettre de réduire les émissions par ailleurs, par exemple liées au chauffage ou à la climatisation, grâce à l'ombrage, l'évapotranspiration qui permettent le rafraîchissement. Ça peut permettre de limiter le recours à la climatisation. Et puis, en termes d'urbanisation et de changement d'occupation des sols, faut savoir que toute imperméabilisation va réduire le stock de carbone parce qu'on détruit le sol et éventuellement des arbres aussi. Les espaces, quand ils sont perméables, au début, à leur création, ils peuvent être émetteurs, puis après redevenir puits de carbone. L'essentiel est donc avant de planter, de préserver au maximum, de préserver l'existant. Et c'est un peu ce que disait ce matin Jean-Noël Gonzalez au sujet de ménager avant d'aménager pour réduire au maximum les impacts. Et là, juste rapidement pour expliquer limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi en utilisant des énergies moins émettrices de GES, dont fait partie le bois énergie, qui est 10 fois moins émetteur de gaz à effet de serre que le fioul, le gaz ou le charbon. Donc à retenir,
la végétation face au changement climatique a un effet global sur l'atténuation au changement climatique et un effet local et ressenti localement sur l'adaptation au changement climatique, notamment par le rafraîchissement. Et cet effet, bon, il se mesure. Enfin, j'ai donné des ordres de grandeur et il est observé à certaines conditions, selon les caractéristiques du sol, la disponibilité en eau, les essences, l'adaptation des essences et les aménagements favorables ou non. Tout ça va faire que déjà la végétation va se développer au maximum. On voit sur l'image que en environnement urbain, c'est un environnement contraint, donc il faut au maximum que la végétation puisse se développer pour pouvoir apporter cet effet-là. Et puis, il est important de viser un impact minimal, donc préserver avant de planter et choisir les bons modes de gestion. Pour aller plus loin, je vous ai mis les deux ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour cette présentation. Je pense qu'on aura ensuite accès aux présentations, donc je vais pas détailler là, mais notamment Aménager avec la nature en ville que vous avez cité. Un outil là pour aller aussi plus loin, c'est choisir les essences adaptées dans des scénarios de plantation. Enfin, c'est un outil qui permet de faire des scénarios de plantation. C'est Arboclimat, développé par l'ADEME et la région Hauts-de-France. On est en train de réfléchir à l'étendre à d'autres régions. Il a déjà été utilisé dans d'autres régions, mais voilà, pour l'instant, il n'est pas développé au-delà de la région Hauts-de-France avec des essences adaptées à la région. Mais c'est une bonne entrée en matière pour savoir finalement quel arbre planter. Et puis je vous ai mis une liste de ressources que produit l'ADEME sur la nature en ville, sur l'adaptation au changement climatique et sur les villes et territoires durables. Merci. Donc merci pour cette présentation. On va juste avoir un petit moment là, savoir s'il y a des questions que vous vous posez ou que vous aimeriez poser donc à Sarah Marquet. Sachant que moi j'ai une question quand même. En tant que paysagiste, c'est vrai que j'ai vu que vous avez parlé de l'entretien des pelouses et des gazons. Donc, alors je sais pas, c'est un sujet qui est peut-être un peu précis, mais est-ce que il y a un chiffrage qui est fait sur la séquestration du carbone suivant les différents types d'entretien? Alors, c'était pas prévu la question. Donc, c'est une question colle. Un petit peu piège. Mais il se trouve que ça fait partie de mon travail, donc de mon métier. Donc, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose là. Voilà. Si j'ai pas, je peux rechercher parce qu'en effet, il y a vraiment une grosse différence avec les résidus de tonte. Voilà, c'est une question sur laquelle on est en train de se pencher, donc c'est pour ça que je la pose. Ouais, j'ai pas d'ordre de grandeur là, mais j'ai bon espoir qu'il y en ait un dans l'ouvrage. J'en ai pas un sur moi. Par contre, il est disponible sur le site de l'ADEME. Il est même disponible sur papier, sur commande. Mais ouais, j'ai pas la réponse là. Désolé. Attendez, les questions. Alors, juste une petite précision pour les questions. En fait, il faut vraiment prendre le micro parce que comme on est filmé, sinon, si on n'a pas le micro, on n'entendra que la réponse. Voilà. Donc, il y avait déjà une question ici, puis après, on passera le micro. Donc, Lydie Tellier, INRAE et... C'est bon, non? Ça marche pas? Alors, il faut appuyer. Donc, Lydie Tellier, INRAE et UMT Stratège, vous avez bien mis en liaison l'interaction entre le bénéfice que peut apporter la végétation et l'eau. Donc on voit que si on n'a pas d'eau, bien finalement, on a beau avoir des arbres, on n'aura quasiment pas de bénéfice. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas mettre toute l'énergie à essayer de récupérer l'eau dans les périodes de pluviométrie intense et donc à la désimperméabilisation des sols pour finalement pouvoir avoir ce bénéfice de la végétation? Oui, c'est essentiel. C'est sûr que sans ça, c'est pas envisageable en effet. Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, on a un appel à projet de recherche sur on a retenu plusieurs projets, et notamment sur la désimperméabilisation, parce que c'est une grosse question. Et c'est vrai que sans ça, on pourra pas aller plus loin. Donc Laure-Marie d'Astrodor. Donc c'était une remarque par rapport à votre question sur les pelouses, parce que la tendance est quand même de semer des pelouses à croissance lente, donc ça doit fixer moins de carbone qu'une pelouse traditionnelle. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux arbustes, en fait, parce que vous avez parlé beaucoup d'arbres, mais est-ce que les arbustes, vous considérez qu'ils ont aussi un rôle pour séquestrer du carbone ou pas, alors que ça peut être un élément structurant très important pour les paysages et pour la biodiversité, en fait, quoi, et qu'ils ont tendance à être de moins en moins plantés dans les villes parce qu'ils nécessitent quand même beaucoup d'entretien, quoi. Mais là, il y a eu un peu de la réponse à la question. Ça dépend de l'entretien en termes de stockage global sur le cycle de vie. Si ça demande beaucoup d'entretien, c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, c'est sûr qu'ils ont une capacité par rapport à des grands arbres, c'est pas comparable évidemment. Là, j'ai cité à gros traits quatre éléments paysagers, mais en effet, faut aller plus dans le détail. Mais bon, les petits éléments sont quand même stockent moins de carbone que les gros. Une toute petite remarque là sur les gazons. Alors c'est vrai qu'on a envie de semer des gazons à pousse plus lente. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la réalité, ça c'est vraiment une réalité de terrain. J'ai pas de chiffrage là-dessus, mais la plupart des gazons ne sont pas des gazons, ce sont des pelouses. Et donc en fait, ça pousse comme ça. C'est ce qui vient qui pousse. Ouais. Donc on joue pas. Dans pas mal de cas, on ne joue pas là-dessus en fait. Par contre, ce qui joue beaucoup, c'est l'avis des clients. C'est-à-dire que les clients qui veulent pas avoir des petits bouts d'herbe quand ils rentrent dans leur piscine sous les pieds parce qu'on a tendu et qu'on a laissé le gazon sur place. Donc ça joue. Mais voilà, donc ça fait partie des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors une dernière question. Marche là. Jean-Marc Deogracias, Astrodor. Oui, j'ai une question. Vous avez dit il y a recommandation de 90 essences recommandées, ce qui veut dire que ça peut avoir un impact sur la production horticole, et donc une recommandation de ce choix des essences. En fait, par rapport au panel de végétaux que l'on a, si on a une recommandation, ça veut dire qu'on a une production adaptée. Oui, alors là c'est dans le cadre d'un outil et qui est vraiment limité à la région Hauts-de-France, enfin qui a été développé pour la région Hauts-de-France au départ. Mais oui, en effet, ça limite en termes de choix. Après, la base de données peut être étendue. Ça, c'est une des réflexions pour la deuxième version de l'outil. L'objectif n'étant pas de se limiter. Par contre, dans cet outil, on a proposer des essences qui étaient intéressantes pour l'îlot de chaleur urbain, la qualité de l'air, le potentiel non allergisant, le stockage carbone notamment. Voilà, donc c'est peut-être des espèces qui ont été remarquables pour ça, sans vouloir limiter en effet la production à celle-là.